السلام عليكم. شرف كبير الحضور تاعي هنا في جامعة جليل اليابس المعروفة مشهورة على الساحة الوطنية وعلى الساحة العالمية دروك. نشكر الزملاء السيد الريكتور دونيفرسيتي على الدعوة، وزميلي عمر تلماتين زميل في الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات. Cette conférence, elle a été requise par l'Académie des sciences. Alors, la photo هذه c'est على الأصنام، زلزال الأصنام. Donc la photo هذه ديتها 2 jours après le tremblement de terre. Donc رحت مباشرة avec une équipe de sismologues. وجاوا لي سيسمولوج من كل بلدان، يعني جاوا من الجزائر دابور، من بعد فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحده، دي كنديان، دي زونغلي، دي المون، جاوا من كل شيء، دي يوغوسلاف جاوا à cette époque-là. Donc 2 jours après, voilà la situation. Si vous regardez bien, vous regardez qu'il y a 2 choses هنايا. Il y a d'abord les rails qui sont déformés. اللي يعرف على احنا نقولوا الماشينه والاخر يعرف لي راي القدره نتاعهم لا combien ils sont solides باش تزعزعهم كيما هكا. il faut avoir vraiment طاقه كبيره. Donc vous voyez la puissance du tremblement de terre à travers la déformation des rails. Ensuite, il y a une chose qu'il faut remarquer, c'est qu'au fond, il y a un dénivelé kbir. Normalement, les trains, dans le chemin de fer, la pente, elle ne peut pas dépasser 0,1%. Elle ne peut pas. Il y a le qatar, il sert dans quelque chose qui est plat. Donc, hadi, c'est quoi? C'est la rupture, une rupture du tremblement de terre. طلعت الجهة هذه طلعتها quand on a fait une mesure géodésique لحقت dans toute la direction sur 5 km 7 amtar, 6 mètres de déplacement vertical, 7 amtar avec des mesures géodésiques à 5 km. Donc vous voyez la puissance du tremblement de terre. On voit plusieurs séismes, donc le Chili, donc l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, le Japon. Tu vois, Winkain, les tremblements de terre les plus forts, magnitude supérieure à 7,5, 8, 9. Je suis en 2004, Sumatra, donc magnitude 9. Ou Tani, magnitude de tremblement de Japon, 2011, magnitude 9,1, 9,2. Donc ce sont des très 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 forts tremblements de terre. Qui je vois, Shamal Ifriqi, والجهه العربي المغرب العربي هنايا بين تونس الجزائر والمغرب il y a pas beaucoup de séismes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement de séisme modéré على كل حال. الزلزال اللي ضرب القوي هو زلزال الأصنام 7.1. Donc nous ne sommes pas dans des situations où on a des magnitudes 8 ou la حاجه. C'est quoi la différence? La différence, c'est la fréquence. عندنا بزاف زلازل, ce sont des séismes superficiels. سطحية زلازل سطحية. على سطحية parce que ينشئوا à 8-9 km de profondeur, donc ضرر قوي à la surface. Donc ça c'est la vision générale. Donc كان لازم نرجع الزلزال تاع تركيا وسوريا العام اللي فات. تركي سيري magnitude 7,8 7,6. Donc, حاجة قوية. وتشوفوا هنا donc la zone qui a été affectée. On a le premier séisme, deuxième séisme, 7,8, 7,6. Donc شوفوا الضرر هنا. Voilà. L'autre chose, c'est au point de vue de l'histoire des sciences. Alors l'histoire des sciences, d'abord je vais parler de Si Ahmed Djabbar. Ahmed Djabbar était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du temps de Boudiaf, Allah yarhamou. Donc c'est Ahmed Djabbar, c'est une sommité. Il a fait une conférence, voilà,
On a Natabro comme l'un des meilleurs scientifiques dans le monde aussi, hein, parce que c'est un mathématicien. Il a une connaissance élargie sur toutes les sciences arabes. Donc ça, c'est... Et puis, si Ahmed Djebbar fait partie de l'Académie des sciences, et nous sommes fiers d'avoir un collègue qui m'a l'Académie des sciences, l'Académie de l'Ulum et Technologie. Voilà. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est un aspect historique, effectivement. Au XIIIe siècle, donc, il y avait un savant égyptien, l'imam Jalal-Din Sayouti, Marouf, il s'est intéressé au tremblement de terre. C'est le scientifique du monde arabe et musulman qui a constitué l'un des premiers catalogues sismiques. Catalogue. C'est-à-dire, Ar-Rakh, Zalazil, tout le Sharq al-Awsat, et puis même jusqu'au Maghreb al-Arabi, il a cité les tremblements de terre les plus puissants, bien sûr, un par un. Un par un. Un petit plan. Je vais commencer par quelques aspects fondamentaux sur les séismes. Je sais qu'il y a des physiciens dans la salle, donc vous allez être un petit peu plus rassurés peut-être. Il y a aussi des géologues, je pense. Voilà. L'histoire sismique en Algérie. Ah, mais comment ça? Quelques séismes destructeurs en Algérie. Je vais surtout parler du séisme de l'Asnam ou Tabou Mertes. Donc ça, c'est clair. On va aller vers la détermination de l'aléa et du risque. Il y a un code, c'est de loisir, le Bina, le nouveau code réglementation parasismique algérienne 2024, où pour la réalisation de ce règlement parasismique algérien. Je vais parler un petit peu des prévisions et des préventions. Les aspects réglementaires, كاهتمام كبير من الدولة الحمد لله بالنسبة للكوارث وبالنسبة للكوارث خاصة الكوارث اللي ناتجة من الزلازل. Voilà. Lorsqu'on parle des séismes, on parle de magnitude Richter. كي تسمعوا par exemple الصحفيين يقول لك حدث زلزال قدر 6 ولا 7 ولا في سلم ريشتر. ما هو سلم ريشتر؟ ريشتر c'est un sismologue. D'abord il est allemand et ensuite هرب من l'Allemagne راح les États-Unis à cause de la situation politique en Allemagne قبل la deuxième guerre mondiale. وراح directement au California Institute of Technology. De 40 ou 50 sismomètres. Il les a réglés de la même façon et il a établi donc des paramètres de telle façon à ce que, par exemple, le logarithme de l'amplitude, on voit l'amplitude ML, le voilà, ML, le logarithme de l'amplitude à distance, l'amplitude à côté de l'épicentre, voilà, l'amplitude mesurée, 10 cm. Le logarithme de 10 cm, ça fait magnitude 5. Donc il a réglé tous les sismomètres de la même façon et il a obtenu, donc récemment, il y a une dizaine d'années, les choses ont changé. Je vais expliquer pourquoi. Maintenant, à côté, qu'est-ce qu'il y a? Je montre donc ici comment est-ce que les séismes se classent. Donc fort, il y a magnitude 6 à 7, c'est considéré fort. 7 à 8, c'est considéré comme un séisme majeur. On bat de 8 à 9, c'est des grands tremblements de terre. Au-dessus de 9, ce sont des séismes encore plus forts, encore plus machin. C'est ce qui s'est passé en 2011 au Japon. Mais il y a une autre façon de classer les séismes, c'est l'intensité. Il ne faut pas confondre. La partie magnitude Richter et la magnitude que je vais présenter, c'est physique. Donc c'est sur des éléments physiques, sur des enregistrements. Là, c'est l'intensité. L'intensité dépend de quoi? Elle dépend de la qualité de la construction. Donc, ce sont des échelles qui sont calibrées à l'ahsab les constructions. Par exemple, secousse ressentie uniquement par des gens au repos. C'est du ressenti et les constructions. Secousse sensible mais pas de dégâts. Tremblement fortement ressenti, dommages mineurs près de l'épicentre. Et ainsi de suite, jusqu'au plus fort, destruction totale, etc. Donc on attribue une intensité, mais ça c'est, je dirais, subjectif. Il y a une autre façon. Alors en premier, j'ai mis une illustration, où
Pourquoi les tremblements de terre surviennent d'une façon brusque? Pourquoi? Parce qu'en même temps que la Terre est en train de bouger, de تتحرك, et on peut la mesurer avec les points GPS, de haute précision, ce qui se passe par exemple au niveau d'une faille, c'est bloqué. Bloqué, c'est-à-dire ما تتحركش, ما نحسوش بها, ما تتحركش. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe comme si, c'est ce qu'on appelle le rebond élastique, si vous prenez une règle, vous allez la plier, au bout d'un moment, si vous la pliez trop, elle va casser. Elle va casser, et c'est comme ça que la déformation, l'énergie élastique est libérée. Et donc, vous avez un volume rocheux, il y a de la déformation, on peut la mesurer, elle ne se voit pas vraiment, mais lorsque ça casse, eh bien, la rupture, elle arrive en surface, et on la voit. Par exemple, une rupture internationale, donc on peut la voir. Vous avez le niveau A et le niveau A, c'est la même chose, et donc on la voit, elle arrive jusqu'en surface, et donc il n'y a pas de machin. Que font les physiciens? Les physiciens et géologues, donc on modélise la rupture ADNA, on peut la voir en face, on peut la modéliser, et on peut la considérer comme toute une série de vecteurs NAA avec un déplacement. Donc on a la surface c'est une longueur par une largeur, et on a le déplacement de chaque unité de surface. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une intégrale des unités de surface, et on a donc ici un déplacement par unité de surface, et on a ce qu'on appelle le moment sismique, c'est-à-dire on a l'énergie qui est considérée au moment du... Donc tout est physique. Alors on l'utilise comment? On va utiliser par justement une équation qui a été empirique entre ce qu'on appelle le MW, la magnitude de moment, et le moment sismique lui-même. Donc cette relation HADA, elle découle donc de relations empiriques, et on peut l'utiliser pour faire la relation entre le moment sismique qui exprime l'énergie du séisme et la magnitude MW qui est donc dépendante que de la partie physique. Il n'y a pas d'instrument là, donc c'est ça qu'on utilise. Ici, c'est un diagramme qui montre, qu'est-ce qu'il montre? Il montre la période de retour. On sait que la période de retour, tu as les séismes, dans certaines régions, elle est de 1 siècle. Par exemple, San Andreas, c'est à peu près de 1 siècle. On bad. Donc ici, c'est logarithmique, donc 1000 ans, 10 000 ans. On a les données dont on a besoin. On a les données instrumentales d'abord, des séismes, et ensuite les similitudes historiques, la paléosismologie, la géologie, etc. Alors qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne, par exemple, si on veut, pour l'ouest algérien, donc en Algérie, là on a tous les séismes avec moment sismique, on peut faire le cumulé. On prend tous les séismes, on va les cumuler, wahed après l'autre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'entre 1900 et 1980, il y a des séismes, ça, ils ne sont pas très forts. Le plus grand, c'est 1980, c'est le SNAP. Donc ça monte tout de suite, et ça donne donc une idée de la répartition de l'énergie dans la Terre qui est considérée au niveau des séismes. Voilà. Une autre observation, c'est la taille des tremblements de terre. Il y a bzaf, il y a magnitude 5, 6, mais je bzaf, là, bzaf. Alors, parce que magnitude 6, point de vue d'énergie, c'est 32 fois la magnitude 5. 32 fois la magnitude 5. Si je continue, magnitude 7, c'est 30 fois la magnitude 6. Mais c'est 900 fois la magnitude 5. C'est une progression logarithmique. C'est 900 fois la magnitude 5. Donc là, vous avez une idée de l'énergie du séisme qui est. On bat Zid, magnitude 8, 30 fois la magnitude 7, 900 fois la magnitude 6 et 27 000 fois la magnitude 5 en termes d'énergie. Donc là, vous voyez un peu la grandeur, en termes de grandeur, à quoi on a affaire. Ce n'est pas parce que je passe à 5 à 6 ou la 6 à 7, ça c'est 1. Ce n'est pas 1, c'est 30 fois en termes d'énergie. Donc il faut faire attention. Donc, regardez un petit peu la sismicité interne dans notre pays. Alors, bon, on sait que notre pays est le long d'une limite de plaque à l'interface entre l'Afrique et l'Eurasie, donc l'Europe, surtout on est entre l'Algérie et l'Espagne, et l'Ibérie, donc l'Algérie, l'Atlas télien,
du point de vue tectonique et géologique. Et donc la limite de plaque qui passe est-ouest depuis le sud du Portugal jusqu'en Sicile. Donc la limite fait à cause des séismes, tout simplement. Donc la distribution des séismes. Vous voyez qu'ici, par exemple, le séisme le plus fort, c'est le cercle le plus fort, c'est le Snaf. Boumerdès, c'est le rouge, je l'ai mis en rouge, parce qu'au moment où on étudiait le détail de toute cette limite de plaques, c'était Boumerdès en 2003 qui était le plus fort. Enseignement des séismes historiques. Alors là, il y a un aspect important. Il y a un aspect historique. Comment les archives historiques sont arrivées jusqu'à nous. C'est un élément important. Je vais commencer par un séisme qui m'a intéressé beaucoup, non seulement parce que c'est ma région, mais aussi parce que c'est très intéressant. En 1790, Ouaran était occupé par les Espagnols. Donc, le 9 octobre 1970, il y a eu un fort séisme dans la région d'Oran. Les constructions qui étaient dédiées, qui étaient dans la ville d'Oran, ont été détruites. Et ça a été étudié, je vais le montrer après, par deux collègues de l'université de l'école polytechnique d'architecture d'Alger et aussi par une collègue à l'université de Blida. Donc, ils ont étudié dans le détail. Mais simplement, dans toutes les réunions internationales où j'ai été, toujours le séisme d'Oran est décrit par qui? Il est décrit par les Espagnols. Les Espagnols, ils ont des archives maintenant, ils disent voilà, ça sera, etc. Du côté algérien, mais qu'est-ce qu'ils disent les Espagnols? Ils disent qu'il n'y a rien du côté algérien. De toutes les façons, c'était des indigènes, mais ils fait wallo, donc c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, il faut qu'on sache notre histoire un petit peu. C'est quoi notre histoire? Notre histoire, c'est qu'à l'époque, quand le Beit al-Maskar, Mohamed Ben Osman al-Kibir, il a levé une armée. Et quand on lit le détail, quand on a un scribe, un chroniqueur, il s'appelle Mohamed Ben Sahnoun. كتاب اسمه الجماني. Et ça, je le dois à mon collègue Jamal Aini, qui est maître de conférence à l'université de Mostaganem. Et c'est un érudit. Donc, il قرأ بزاف والآخر ما يشوفش télévision. Il قرأ بزاف. Donc, et هو قرأ la version originale de Ahmed Ben Sahnoun parce qu'il y a des traductions. Une traduction en français, etc. Mais ça, هو قرأ l'original. C'est un livre fait au moins 600 pages, si ma mémoire ne me trahit pas, il fait au moins 600 pages. Qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu tout le détail, comment le Bey, Ben Osman al-Kibir, il a levé l'armée. Et l'armée, quand on voit le détail, c'est quoi? C'est une armée qui va chez Agdakar? Non, c'est des bataillons. Des bataillons, tu as les étudiants, un bataillon de l'armée de métier, un bataillon, différents, les cavaliers, les machins, tout est organisé. Et même l'intendance, la cuisine, l'intendance, tu as le khiel, tu as les cavaliers, tu as la cavalerie, etc. Quelque chose d'extraordinaire. Etc. Ce n'est pas vrai. Donc, il a levé une armée, l'Espagnol, وقال لهم لازم أو ربط عليكم البلاد روحوا دروك. Ils sont restés 2 ans et le 26 février, dès 1791, octobre-novembre, ils ont commencé à négocier et le 26 février 1792, ils ont libéré la ville. Donc حصرهم حتى راحوا. حصرهم parce que ما كانوش يجيبهم الماء والماكلة, etc. Donc ils ont été obligés de partir. Et qu'est-ce qu'on voit dans le manuscrit d'Ahmed Ben Sahnoun, 1792, que la ville de Tlemcen a été affectée, il y a eu des destructions. Maskar, ils ont ressenti violemment le tremblement de terre, et Mesranim a été affecté, et de Mesranim, il y a eu un tsunami.
Il y a eu une vague qui est venue. Le tsunami, non seulement il a affecté la zone de Mstrani Merzio, parce que وهران لا تعرفوها جايه عاليه دونك التسونامي ما يوصلش بصح رزيو وحتى المقطع حتى الاخر دونك سي بلا donc le tsunami vient et il a envahi, il y a eu des inondations non seulement sur la côte algérienne mais aussi sur la côte espagnole. Cartagena, Almeria, tout ça a été envahi par une vague de tsunami. Etc. Donc ça montre quoi? Ça démontre la force du tremblement de terre, parce que pour générer un tsunami, il faut la force du tremblement de terre. Donc intensité 9, 10, mais on a pu reconstruire les lignes d'intensité 7, 8, 6, 5, 6, etc. Donc on a plus d'informations sur le tremblement de terre. Donc les Espagnols ne peuvent pas dire qu'il n'y a rien du côté algérien. Non, il y a des écrits. Donc le chroniqueur Ben Osman Kbir, qui était Beit al-Maskar, et c'était une autorité politique ou mahboub. Quand on a le Maskar, les gens يعرفوه عارفينه محبوب, c'était un Bey mahboub. Mais il ne كان حقرهم ولا حاجة. Non, c'est pas vrai. Donc voilà, donc les Espagnols, ils mettent tragédie sur le tremblement de terre du 9 octobre de l'année 1790. Je mets le centre de recherche sur l'anthropologie, etc. Il y a un chercheur, Hassan Turki. Lui, il a beaucoup étudié les archives espagnoles. Rahel Madrid, donc il a vu tous les archives qui existent sur le tremblement de terre de 1790 d'Oran. Et voilà, on a deux collègues, Amina Zatir et Amina Foufa. Donc ce sont les deux collègues qui ont étudié. Ils ont fait cette carte comme Zatir c'est un architecte, donc la carte de toute la ville d'Oran à cette époque-là, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a noté les zones effondrées, les zones en ruine, les écroulements, et les ouvertures du temps du tremblement de terre. Alors, il y a des ouvertures de tremblement de terre, c'est très important. Pourquoi? Parce que les étudiants, le bataillon des étudiants, c'est lui le premier à dire, Ahmed Ben Sahnoun, le bataillon des étudiants, les étudiants, Hamsin, رايحين يجاهدوا, donc, دخلوا الوهران, دخلوا البلاد, وين دخلوا par le mur effondré. Le mur effondré. Ils ont réussi à rentrer. À la fin, donc, les Espagnols ont été obligés de partir, obligés de libérer la ville. Donc, dans ce cas-là, Zelzel, M. Karita, c'est un allié. C'est un allié. Oui, on doit reconnaître, ça fait partie de nous. C'est nous. Donc, nous, on doit vivre avec le tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre, ce n'est pas simplement un ennemi. C'est un allié. Donc, voilà. Et plus récemment, avec un collègue, Mourad Bezroud, on a étudié donc, le séisme du 6 juin 2008. À Ouina, on a eu ce problème-là de calculer l'épicentre. Les Européens le mettent ici, les Américains le mettent ici. L'Institut géographique national des Espagnols le mettre ici. Le CRAG, ils ne veulent pas donner les données, donc voilà. Et il montre ici, donc c'est un tremblement de terre avec une faille qu'on dit inverse et avec un mécanisme de foyer inverse. Là, on voit les failles qui existent au niveau d'Oran, au niveau d'Arzi, du côté de Darzi, voilà. Et même une réplique de 4,9. 9 janvier 2008. Voilà. Ce n'est pas une réplique, mais c'est un tremblement de terre précurseur. Le deuxième tremblement de terre qui est intéressant, c'est un tremblement de terre qui a eu lieu à Gigel, au large de Gigel, en mer, le 21 août 1956. Et en fait, il se décompose en deux séismes, le 21 août et le 22 août. On l'a étudié dans le détail avec ma collègue Asia Harbi, elle est décédée, et puis Saïd Maouch, qui était mon étudiant, et ça a été publié donc, dans le Journal of Seismology. À l'époque, en 1856, il y a eu un illustrateur qui a dessiné la ville avant le tremblement de terre. Donc, il a dessiné. Il a eu l'idée, après le tremblement de terre, de prendre la même
la même zone. Et là, on voit bien que le Soma Hadi طاحت تاع الجامع الباب هذا السور هذا ثاني طاح. Donc il montre les dégâts dus au tremblement de terre. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un tsunami qui a envahi la ville. Non seulement il a envahi la ville, mais il a envahi toute la région, à tel point que Béjaïa, les gens locaux notent que sur le port de Béjaïa, il y a une marque, Mosmar, Kbir, une marque où ils mettent que en 1856, la vague a atteint la hauteur de 3 mètres et demi, plus de 3 mètres et demi, 3 mètres 75, voilà, 3 mètres 75, vague, port de Béjaïa. Donc ça a été une marque, la hauteur de la vague. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, on a fait une simulation, on peut faire une simulation du tsunami, et lorsqu'on fait une simulation avec une rupture qui est là, qui est au large, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient effectivement une vague qui fait à peu près entre 3 mètres et demi et 4 mètres. Donc ça, c'est une modélisation qu'on peut faire physiquement. On prend les paramètres et puis on génère une onde marine qui va s'échouer sur la côte et on a donc la hauteur de tsunami. La faille inverse, ce n'est pas une vue de l'esprit. Les lignes en rouge, ce sont des lignes de profil sismique données par les pétroliers. Et les profils sismiques, donc voilà ce que ça donne. Ça donne donc profil sismique AE7, ce profil sismique. Donc on montre ici donc les failles qui existent en mer et qui probablement sont responsables du tremblement de terre de 1856. Donc hadi ma'rufa. Donc non seulement la vague de tsunami, elle s'est abattue sur Jijel et sa région, donc ça c'est clair. Ensuite, donc toute cette partie-là, elle a été envahie, mais aussi donc la vague est arrivée jusqu'à Béjaïa, donc ça a été une catastrophe. Voilà. C'est une récente destructeur. Donc là, je vous ai cité, donc l'Oul ou l'Asnam. Donc l'Asnam Marouf, vous voyez ici, donc la ville a été vraiment détruite, donc Karita Kbira, 2633 victimes, mais ça, je pense que c'est un chiffre qui est un petit peu abaissé. Je crois que ça a atteint 5000 victimes, donc 200 000 blessés, des sinistrés. Et là aussi, donc, qu'est-ce qu'on a vu sur le terrain? Donc, on a vu une faille, voilà, une faille, donc ça a coupé au couteau. Donc, vraiment marouf, bien. Et sur toute la zone, Haïwinatani, marouf, donc mouvement de la terre ici. Le mouvement de la terre ici, vous la voyez, donc avec un soulèvement, donc on coupe sur le terrain. Vous voyez ici la faille qui est bien. Donc dans ce cas-là, c'est un fort tremblement de terre, magnitude MW7, 7,1, et donc étudié dans le détail sur le terrain. Je ne vous montre pas la partie sismologique au gars parce que ça a été traité. Donc, simplement, il y a une chose qui est intéressante, c'est quoi? C'est que cette faille-là, pour la première fois, et ça a été rendu compte dans le monde entier, pour la première fois, c'est une faille qui est liée à une colline qui m'arrive. Et cette colline, c'est quoi? C'est un pli, c'est un plissement. Donc, les géologues connaissent bien ça, c'est un plissement, c'est un déplissement. Là, vous avez une illustration en 3 dimensions, où il y a comme la faille, le plissement, et l'oued Schlef, il traversait le plissement, il y a des gorges, il y a des gorges qui... Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est une image Landsat, prise en 1977, 3 années avant le tremblement de terre. Et on l'a vu, c'est une vue d'hélicoptère, voilà, Haoulma, Haoulwed ou la Meifouch, etc. Et on a fait le raisonnement suivant, c'est-à-dire on s'est dit, si à chaque fois il y a un tremblement de terre, le même Meifouch, donc tu auras donc une inondation. L'inondation égale sédimentation. Et sédimentation égale tremblement de terre. Donc, on a ouvert une tranchée, ce qu'on appelle une tranchée. Les niveaux d'inondation, donc on a vu et on les a datés. Avec le carbone 14, on a pris des échantillons, on les a datés. Donc, le niveau d'inondation, la limite.
Donc, c'est le paléosol, c'est le niveau d'inondation. Donc, شفناهم ومن بعد صنفناهم on les a étudiés, on les a analysés, on a daté et on a donc toute une série de tremblements de terre qui nous donnent non seulement une vitesse, donc 0,6, 1,2 mm par an, mais un intervalle de récurrence de 720 ans. Bien un tremblement de terre au large. Voilà. Donc ça, ce sont des résultats qu'on avait eus dans les années 80, et ça a été apprécié par tout le monde entier, parce que, par exemple, aux États-Unis, dans le bassin de Los Angeles, ils ne savaient pas que les plis, des plis failles, pouvaient générer des tremblements de terre. Or, dans le bassin de Los Angeles, il y a plusieurs plis failles. Et ils les ont pris. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, le deuxième gros tremblement de terre, c'est Boumertes, Zummouri. تشوفوا هنا الكارثة اللي هضرت عليها ثاني sur la Turquie. Ce sont des entrepreneurs qui ont pris le sable معمر بالملح بداو يبنوا voilà من بعد tout la ferraille les armatures en fer هذوك كاع تكلوا بالملح ايوا كل شيء راب voilà c'est criminel l'entrepreneur il va gagner de l'argent mais لازم يخدم خدمته et d'une façon honnête. Ah oui, voici le résultat. Et vous avez l'autre bâtiment, vous avez l'impression qu'il est ramleh, marachmleh. Toute la partie gars en bas, elle a disparu. Donc vous vous rendez compte, toutes les familles qui étaient là, sur les deux immeubles d'eau, tout fait. Est-ce qu'on peut réduire ça? Logiquement. On peut réduire ou là on ne peut pas réduire? On peut réduire les dégâts. On peut le faire. Et il faut le faire. Les sismologues, évidemment, donc le collègue Abdelhakim Ayadi, donc du centre de recherche Bouzria, donc voilà, il a fait un travail exceptionnel avec Jma'a, le centre de génie parasismique. Donc ils ont tout mesuré, l'épicentre, où il y a la faille, donc Kulchi, etc. Le problème, c'est que c'est à 40 km à peu près de la capitale, donc il y a eu quand même plus de 2000 victimes, donc c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? On a constaté que sur 60 km de la côte, pratiquement Mnantaya, la côte s'est soulevée de 1 demi-mètre. 1 demi-mètre. Mesuré géodésiquement et mesuré sur le terrain. Vous voyez la bande blanche, Hadi? La bande blanche, c'est quoi? Ce sont des algues. Hadi, c'est quelques jours après le tremblement de terre. 5 jours, 6 jours après le tremblement de terre. Les algues, ce sont des algues qui sont dans le niveau interdidal, où il y a le moujadji, etc. Mais خرجوا على الماء كي خرجوا على الماء الشمس تحرقهم. Ils sont brûlés par le soleil et par l'oxygène. Donc ça devient blanc. Il faut l'étudier tout de suite parce qu'au bout de quelques temps, djinnou, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a mesuré dans le détail, point par point, tous les machins avec des marges d'erreur ici, bien sûr, parce qu'on mesure donc la hauteur du machin. Et on a constaté qu'il y avait donc un soulèvement moyen, avec un maximum de 0,85, mais un soulèvement moyen de 0,9 mètres. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que là, on peut modéliser. On a les moyens de modéliser. Et on modélise la position de la faille, etc. Donc, voici par exemple une mesure de détail. Tu as une photo d'un collègue, Youssef Bouhaddad, du centre de génie parasismique. Voilà, on voit bien la limite de la mer avant le tremblement de terre. Voilà. Donc, il y a un étudiant à moi, Saïd Marouche, il a fait une étude détaillée de toute la région, il a mesuré. Donc, ces indices de soulèvement existent partout. Ils existent partout le long de la côte algérienne. Par exemple, Rzéou, Messerine, les Andalouses, le Bnissaf. تشوفوا le soulèvement. Et c'est dû à quoi? C'est dû à des anciens tremblements de terre, de toutes les façons. C'est ça. Alors pour revenir justement sur comment les Américains ils ont interprété dans leur truc, il y a deux collègues américains, Rothstein, USGS et Robert Seitz, de l'Université de l'Oregon. Donc ils ont appelé des tremblements de terre cachés.
Caché sous quoi? Caché sous des plis, sous des plissements. Et j'ai une étudiante qui a fait une thèse, Souhila. Donc elle a fait une thèse, elle a modélisé la déformation. Vous voyez comment c'est déformé. Elle a modélisé le déplacement en surface, des séismes, machin. Et nos collègues américains, non seulement ils ont modélisé le déplacement avec une faille qui arrive en surface, mais aussi avec des failles qui n'arrivent pas en surface. Oui, il y a juste un plissement à la surface. Donc ils ont profité de ça pour aller étudier les séismes de Los Angeles. Et ils ont bien sûr référencé le séisme d'El Asnam plusieurs fois, beaucoup de fois. Et donc voilà, c'était l'impact du séisme d'El Asnam sur la recherche scientifique en général à l'échelle internationale. C'est un travail qui est fait par mon étudiante, voilà, donc ça c'est très bien connu par les pétroliers, les modélisations, donc ce sont des façons d'interpréter la déformation classiquement. C'est cinématique, c'est cinématique. C'est mécanique et élastique, c'est cinématique. Une autre façon de modéliser, c'est ce qu'on appelle les transferts de contraintes. Et le changement des contraintes, ça aussi c'est un étudiant qui a fait une thèse dans le domaine. Elle a dit donc c'est une publication, donc une thèse comme elle a en 2017. Et là on voit la séquence des tremblements de terre si on prend 1891, 1922, 1954, 1980, 1989. On a وصلوا 2003. 2003 ici. C'est 1910. C'est 1910. Donc, il y a d'autres régions qui sont silencieuses, mais qui de temps en temps subissent des tremblements de terre. Adimsi est là, 1er janvier 1965, juste après l'indépendance. Fort tremblement de terre, magnitude 5.5, 5 victimes, 15 000 sans-abri. Donc, il y a tout le temps des tremblements de terre qui viennent. Un tremblement de terre historique 1867. Donc, disons, le catalogue de sismicité historique et instrumentale d'Algérie est riche, il est riche. Il y a beaucoup de choses à étudier, il y a beaucoup de choses à voir. Là, juste faire un petit peu de publicité pour mon étudiante qui est du Centre de techniques spatiales d'Arzeux. Elle a étudié des images satellites radar de l'Agence spatiale européenne, ça s'appelle Sentinelle 1A. Elle étudie un séisme qui a eu lieu à Mihoub, en 2016, magnitude 7,4, mais elle a modélisé ici, vous voyez la modélisation en air, on voit les déplacements en surface grâce aux images satellites. Et là, on a des déplacements en air qui arrivent jusqu'à 15 cm de ce côté-là, et donc qui se rapprochent du satellite. Donc un soulèvement, on a un affaissement, moins 15 cm. Donc voilà. Donc la résolution, elle est vraiment fine. Pourquoi elle est fine? Parce que les images satellites de l'Agence spatiale européenne, ce sont des images qui ont une longueur d'onde de 5 cm. 5,6. Donc si on prend la demi-longueur d'onde, on arrive à une résolution de 2,8 cm. Ça, c'est une thèse de doctorat qui est présentée. Inch'Allah, elle va la soutenir d'ici la fin de l'année. Et voilà. Une autre vision tanihnaïa, c'est Ain Tmouchent. Il y a eu un séisme donc 5,7 le 22 décembre 1999. Celui-là aussi, on l'a étudié avec des images radar. Donc là, on le voit bien. Les changements de couleur, c'est ce qu'on appelle les franges. Chaque frange, c'est 2,8 cm. Donc lorsqu'il y a une déformation, je vois tout de suite. 2,8 cm, donc je vois tout de suite. Donc là, on peut compter 1, 2, 3 franges. 3 fois 2,8, ça fait à peu près 8-9 cm. Donc on voit la déformation. On va avoir des capteurs radar, Inch'Allah, et ça va nous permettre donc d'avoir des images sur les tremblements de terre en Algérie. Si on veut maintenant résumer, voici la situation. On a juste les intensités observées, faites par les deux collègues, Hakim Ayadi et Mourad Bezroud. Donc ils sont partis. On voit ici donc les régions qui sont le plus affectées par les séismes en Algérie, d'un point de vue des intensités. Donc les intensités, c'est surtout les dégâts. Mais les dégâts, par exemple, là, on découvre quoi? On découvre que Maaskar, donc il y a eu plusieurs tremblements de terre, attention. Hein. Donc ça, c'est... Maaskar حتى الغليزان. قصر البخاري, Sur le Roselaine,
Boussaada, Biskra. Donc il y a eu des dégâts. Hein. Constantine, Guelma. Donc il y a eu la vallée, la vallée de la Souma, Bdjaya, Souma, ça a été affecté. À côté, il y a Blida, Alger, etc. Donc il y a des catalogues et une connaissance sismique assez étendue de l'Algérie grâce aux travaux, non seulement des étudiants, mais aussi des chercheurs. Donc, alhamdoulilah, on a une vision relativement bonne de l'activité. Voilà. Aléa et risque. Alors, les deux termes, il y a un chercheur, on discutait que les aléas et risque, ce sont deux termes d'origine arabe. Ce sont d'origine arabe. Le risque, oui, le risque c'était connu. Le risque, j'ai من الكلمة العربية رزق. الرزق. علاه الرزق. Parce que le risque, ça rejoint le risque, pourquoi? Parce que le risque, qui est comme ترفع, etc., le risque نتاعك يكبر. Mais des fois il يكبر, oui, des fois il هو الثاني. Ça a deux sens. Donc, d'où les Européens, etc., donc ils ont pris ce terme-là, من الرزق. L'aléa, un autre terme, c'est hazard. Les Anglais disent pas aléa, ils disent hazard. Seismic hazard. Hazard, déjà, il y a le terme zhar. Zhar, mais pris dans le sens probabilité que fait carita. C'est-à-dire, le hasard, c'est un terme plutôt mathématique, statistique. Alors, rapidement, hein, risque, c'est quoi le risque? Le risque, c'est l'aléa, et le produit de l'aléa avec la vulnérabilité. Parce que l'aléa al-wahada, si vous avez par exemple un séisme en plein milieu du Sahara, où il n'y a pas de construction, où il n'y a pas de machin, etc., vous n'avez pas de risque. Évidemment, vous n'avez pas de risque. Il n'y a pas. Si vous prenez donc un séisme en plein milieu urbain, à ce moment-là, vous devez tenir compte de la vulnérabilité. Est-ce que les constructions sont solides, ne sont pas solides, sont sérieuses maintenant? Voilà. Est-ce que les ouvrages d'art, les ponts, les barrages, donc tout ça c'est important. Il y a deux façons de regarder un librairie. Il y a d'abord un calcul probabiliste. Et attention, après je vais voir, il y a un calcul probabiliste déterministe. Maintenant, on utilise surtout calcul probabiliste. C'est quoi? Probabiliste, ce sont des probabilités. On dit par exemple, dans telle région, il y a combien de chances pour qu'il y ait un tremblement de terre dans les 100 années à venir ou dans les 500 ans à venir, qui peuvent donc produire des destructions. On va atteindre plus loin que ça, on dit qu'est-ce qu'il y a une accélération, quelle est la probabilité pour qu'il y ait une accélération du sol au cours d'un tremblement de terre qui dépasse un certain seuil. Là, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, personnellement, je suis intéressé par la source des tremblements de terre ici, earthquake sources, c'est-à-dire tout ce qui est cette partie-là. Donc c'est ça qui m'intéresse. Bon, ben, les ingénieurs, qu'est-ce qu'ils s'intéressent? Ils s'intéressent des effets de site. Ils voient, par exemple, si dans une région, week-end, par exemple, واحدين بانيين على شط الواد. Donc ça, c'est un effet de site, parce que les sédiments sont fins, machin, etc. كاين الماء. وين كاين الماء, c'est très dangereux parce que la terre peut se liquéfier ومن بعد كل شيء يروح, كل شيء يتدمر. Il y a ce qu'on appelle l'atténuation des ondes. Si on est à côté d'un épicentre ou là loin d'un épicentre, donc il y a une différence. La récurrence des tremblements de terre en termes de modèles, la régionalisation de la zonation sismique. Donc la zone sismique, c'est ça ce que les ingénieurs attendent. C'est dans quelle zone on est, comment je vais construire, avec quels paramètres je vais construire. Et puis, il y a aussi de l'aléa calculé sur des sites spécifiques. Par exemple, si on a un projet d'usine ou un projet d'usine nucléaire, donc on doit faire une étude détaillée. Donc ça, c'est l'ingénierie sismique. Dans un autre contexte ici, c'est la construction. La vulnérabilité des constructions. La vulnérabilité sur des sites spécifiques. On a les paramètres du site, les paramètres des constructions. On va au risque, l'index du risque, et on arrive aux classifications des sites par le risque. Donc c'est comme ça qu'on fait le travail sur l'aléa et le risque. Comme ça, voilà. Voilà, Nathalie, bon, j'insiste un peu. Alors il y a une partie déterministe, probabiliste. Déterministe, il faut avoir les moyens, et c'est dans quelques cas particuliers, on peut utiliser le déterministe, mais pas partout. On préfère utiliser probabiliste. Le probabiliste, c'est plus raisonnable. L'ingénieur ou le concepteur, il va calculer, il va casser il calcule, etc. Et il va calculer un budget à l'ahsab
على حسب البنيان على حسب العقد. Tout le reste, vous voyez, c'est des scénarios, des modèles hybrides, des modèles poissoniens. Poissoniens, c'est-à-dire je ne tiens pas compte de la période de récurrence. Pendant un siècle, il y a 5 séismes de magnitude 6. Le prochain siècle, je considère qu'il va y avoir 5 séismes de magnitude 6 au Hadak Makan. Donc, mais ça ne marche pas comme ça. La déformation de la Terre, ça ne va pas comme ça. Des fois, on peut avoir des périodes de tranquillité, des périodes de silence pendant 1000 ans. 1000 ans, mais il sera walou. Mais après 1000 ans, voilà. Ça, c'est du détail. Je ne vais pas vous aller dans plus de détails parce que s'il y avait des sismologues, plus de géologues dans l'assistance, j'aurais été dans le détail. Mais là, je vois que c'est inutile. Simplement, a dit la courbe, c'est la courbe Gutenberg-Richter. Donc on revient à Richter. Qu'est-ce qu'il manque? Ils mettent juste une équation logarithmique en 1 moins x qui donne la pente de la sismicité pour pouvoir arriver avec la fréquence des tremblements de terre. Le log de lambda m, c'est la fréquence des tremblements de terre, pour arriver à ce qu'on appelle un paramètre qui s'appelle le magnitude maximum. C'est ce que les ingénieurs recherchent. Les ingénieurs disent bon, c'est quoi la magnitude maximum? Si je construis, quelle est la magnitude maximum auquel je dois m'attendre? Et là, il faut donner une réponse rationnelle, logique. On ne peut pas dire n'importe quoi. Bon, il y a les méthodes, le détail. Vous devez m'excuser, je vais passer un petit peu parce que bon, on est un déterministe, bon, c'est ce que j'ai expliqué. Probabiliste, c'est ce que j'ai expliqué. Donc on arrive ici juste à la probabilité qu'un tremblement de terre va dépasser un seuil d'accélération du sol sur une période donnée. Une période, on peut l'estimer à 50 ans, 1 siècle, 4 siècles, 475 ans, 1000 ans, 2000 ans, etc. Donc ça, ce sont les calculs qui se font, disons, d'une façon directe avec les logiciels qui existent. Il existe des logiciels pour faire ces calculs. Donc c'est accessible et il faut avoir les données. Il faut avoir de bonnes données. Et surtout un catalogue de sismicité bien construit. Là, c'est un travail que j'ai fait avec Abdelkrim Aoudia quand c'était mon étudiant. Là, on a fait une simulation d'accélération, harmoniser les accélérations, avec simplement sans les failles, sans ce qu'on connaît sur la géologie, sur les failles, etc. Et là, avec ce qu'on connaît sur la géologie, sur les failles. Et vous voyez la différence. Hein. La différence, c'est que simplement on est à la région Tachlef, etc., alors qu'ici, on peut aller jusqu'à la région d'Ain Temouchen, Touharan, Rilizen, Chlef, etc. Et on a ici, on arrive jusqu'au 0,4G à 0,6G. Voilà, ça c'est le genre de recherche, de travaux qu'on peut faire sur la région. Un autre travail qui a fait par 2 collègues du Centre de génie parasismique, vous avez une courbe avec une distance par rapport à l'épicentre. L'épicentre, il est à 0. Là, vous avez jusqu'à 60-70 km et vous avez les accélérations qui se déterminent entre 0,1 et 0,4G. Donc, si vous poursuivez la courbe vous allez arriver à 0,4, 0,45G, peut-être même 0,5, dans la région d'Oran, pour une période de retour de 500 ans. Donc, on fait ces calculs. Hein. C'est peut-être une autre façon de faire, d'étudier, c'est d'utiliser des images satellites pour voir dans une ville. C'est ce qui a été fait, par exemple, par les collègues sur la ville d'Oran. C'est plus récent. Donc c'est Abdelghani Muslim. Abdelghani Muslim est un chercheur qui est en Norvège, il est dans un centre de recherche en Norvège, et qui a étudié donc les effets sur les tremblements de terre, sur les constructions. Et vous avez les images satellites, vous avez des immeubles avant le tremblement de terre, après le tremblement de terre, et vous avez ici donc la ville de Boumerdès, c'est-à-dire Boumerdès, avant le tremblement de terre et après le tremblement de terre. Alors, des fois, dans la recherche, il y a un petit peu de provocation. On a 3 chercheurs américains et un chercheur japonais qui ont sorti cet article. C'est pourquoi l'estimation de l'aléa sismique se trompe souvent. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se trompe? Alors, ils ont pris l'exemple Nahna, donc Zahir. Ils ont pris une carte de l'aléa sismique avec les accélérations.
Et ça date de 1999 avec un programme qui s'appelle Global Seismic Hazard Assessment Program. Donc c'est des institutions internationales avec des bureaux d'études, avec des machins, donc ils viennent, ils font des estimations. Simplement, ils se sont complètement trompés dans le cas de l'Algérie. Dans ce cas-là, par exemple, la région de Boumerdès, elle est qualifiée avec une accélération très faible. Là, il faut rajouter un zéro, c'est 0,04. Donc, très faible. La région d'Aïn Temouchat, pratiquement, on a l'impression qu'il n'y a pas de séisme, ça n'existe pas. Zid, un autre séisme au Hoceima, et puis le séisme qui a eu lieu récemment au Maroc. Donc aussi, on ne l'aime pas. Donc si je continue, voici 4 séismes qui ont eu lieu dans des zones où les calculs du Global Seismic Hazard Assessment Program 1999 et du Global Earthquake Model se sont trompés totalement. Totalement. Et ça, c'est noté pas par moi, c'est noté par les Américains qui sont là. Voilà. Voilà. Ces calculs, il y a eu des erreurs flagrantes dans ce domaine-là. Et vous voyez que ce ne sont pas des petits séismes. 6,8, 5,7, 6,4, 6,8. Donc c'est important. Et là, j'ai fait un test rapidement, je vous le montre, sur la région, la frontière NR, sur toute la région NR. Donc ça se calcule donc des accélérations sur 50 ans avec les données que j'ai. Là, vous avez la hausse. Si vous faites 0,3 NR, vous obtenez la mesure en fonction de G. Donc, je l'ai présenté à Andy, là, il fait au mois de mai. J'ai dit, voilà, il faut un nouveau RPA, réglementation parasismique algérienne. Ben, si on voit, par exemple, par rapport aux pertes sismiques, l'ASNAM, ça nous a valu 2 milliards de pertes, sans compter les victimes. Zamouri, 3 milliards. Et ça, ce sont données de l'OCDE. Ce n'est pas les données Intawai, ce sont les données de l'OCDE. Là, je montre la carte, où il y a des séismes. Il y a des séismes partout, en fait, sur la côte, le long de la des mythes de plaques, mais aussi à l'intérieur. Biskra, il y a le Bayad, l'Arwat, le Bayad, et là, les derniers séismes qui ont eu lieu, Agadir, etc. Donc, c'est une distribution des séismes un peu partout. Pour la période 1954-2022, voici aussi les données OCDE. Il y a eu 19 séismes de forte magnitude destructeurs en Algérie, 6483 décès, un nombre de total de personnes affectées, 1,3 million. Les pertes économiques en milliards, ça fait 10 milliards de dollars environ. Le séisme de Mohamed Aswahdo, donc de 3 milliards. Est-ce qu'on peut réduire les dégâts? Est-ce qu'on peut réduire ces milliards? Mais bien sûr qu'on peut les réduire. Bien sûr qu'on peut réduire les dégâts. Mais simplement, là, c'est quoi? C'est l'absence d'un système performant des assurances contre les catastrophes sismiques implique une lourde charge sur les institutions étatiques. Eh oui, on n'a pas d'assurance. On a le système d'assurance. Je ne jette pas la pierre aux assurances. Attention, il y a des assurances, il faut de momler, etc. Mais il n'y a pas encore cette prise de conscience que l'individu, le privé ou l'État, etc., doit assurer les bâtiments. Assurer. Qui m'a la voiture? Réglementation, donc il y a les lois. Il y a les lois, elles existent. Les lois, par exemple, pour se déclarer zone sinistrée, il y a des lois qui existent. Il y a définition des risques majeurs, règles de prévention, etc. Il y a d'autres lois, il y a obligation de contracter des assurances catastrophiques. Il y a obligation de contracter des assurances catastrophes sismiques. Mais il n'y a pas de contrôle. Question du risque, parce que ça c'était aussi un sujet quand même assez vaste. Ça suit les règlements parasismiques algériennes, donc, et surtout le nouveau RPA donc 2024. Il y a des études qui sont faites pour la prévention des risques majeurs, la gestion des catastrophes, puisqu'on a un secrétariat d'État aux risques majeurs. Et donc pour la fin, je tenais à montrer cette expérimentation. La protection civile, donc la direction générale, ils ont un camion qui simule les tremblements de terre. Le système HADA, il va bouger
il va trembler comme un vrai tremblement de terre de magnitude 6, 6,5 ou la magnitude 7. Et c'est une expérience que je vous engage à la faire. هكذاك تحسوا vraiment تحسوا بالزلزال يخوفكم شوية, mais au moins vous allez sentir. Et donc la prochaine fois qu'il y aura un tremblement de terre, vous savez ce que c'est. Voilà. Professeur Haj Ben Allou qui a beaucoup fait pour la sismologie en Algérie. L'autre personne importante, c'est Assia Harbi. Assia Harbi, c'est la mère de la sismicité historique en Algérie. 3 collègues de l'académie. D'abord, Ahmed Yamani, qui est un physicien, tout femme qu'il n'y a pas longtemps. Bouloud Tribesh, qui est un mathématicien. Et Abdelkader Khaladi, un mathématicien. J'ai demandé à ma fille de faire une illustration. L'illustration, donc je suis fier de la montrer, et de notre mythologie. Parce que les Beldan l'autre, ils ont une mythologie. Les Chinois ont un poisson, les Japonais ont un dragon, les Africains du Sud ou la zone d'Afrique du Sud ont un serpent. Nous avons un ferd, zilzal el ferd. Voilà. صحيتوا بارك الله فيكم. يتقدم السيد مدير الجامعة بروفيسور بوزياني وأستاذ بروفيسور تيلماتين عمار لتكريم الأستاذ المميز مصطفى مغراوي نظير جهوده والمحاضرة أيضا التي قدمها على مستوى جامعتنا جلالي اليابس. تفضلوا. يعني حقيقة يعني التكريم هذا شوية يأثر فيا شوية باسكو كوميم جامعة جلالي اليابس معروفة comme j'ai dit, elle est reconnue à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc c'est de votre faute. C'est de votre faute. انتم اللي خدمتوها, انتم اللي درتوها, انتم اللي طلعتوها. Donc il ne faut pas dire etc. أنا j'ai fait le j'en ai discuté avec Siti Mentin, aussi le recteur. Je suis allé chercher sur les listes des universités, Stanford, à l'époque, il y a quelques années. Stanford. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve, bon, 2 universités faïtines, des universités algériennes. Il y a une université fait Masr, j'ai oublié, je crois que c'est Mansoura, je crois, un truc comme ça. Donc faïtine, bon. Masriyin, comme d'habitude. Et puis Stellenbosch en Afrique du Sud. Stellenbosch c'est une université prestigieuse, avec beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, très riche. Et puis je recherche une université Tawana. Quand j'étais là, c'était le Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc. C'est l'université de Jilali Liebs. Ça, c'est dans le classement Stanford. C'était il y a déjà quelques années là-dessus. Il y a quelques jours, dans la radio ou la télévision, j'entends que Jilali Liebs a reçu un nouveau prix de classement à l'échelle internationale, comme l'une des universités qui se distingue par la moyenne d'âge. La moyenne d'âge de ces enseignants, de ces chercheurs, des lauréats, des machins, etc. L'Aiberg. Moi, je suis content quand je vois quelque chose comme ça. Et voilà, merci beaucoup pour cette hospitalité. Merci, monsieur le recteur. Merci, mon confrère Siti Matin. Donc, on le remercie beaucoup à la Colléhal. C'est un plaisir de venir ici. Voilà, parce que Bladi, on on et donc voilà, c'est comme ça. C'est Ybrou les Karam. Je vous remercie pour d'être présent pour une si intéressante conférence. Il ne s'agit pas des conférences. Dorénavant,
avec la collaboration de tous les collègues enseignants, chercheurs, et professeur Tilmantine en tant que membre de l'Académie des sciences, ou l'Académie des sciences et technologies, contribue d'une façon efficace à la programmation de l'organisation de ces conférences. Je reviens sur terre et je remercie encore une fois professeur Maghraoui. À travers lui, je remercie aussi professeur Tilmantine qui contribue d'une façon efficace et sans relâche. Et هذا ماشي un compliment. Ça, c'est un constat et c'est une réalité reflétée par le modeste professeur et responsable que je suis. Professeur Tilmantine, on le remercie encore parce que c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de monde ces derniers temps qui nous vient. À travers lui, et aussi professeur Bouhafs, qui est notre collègue aussi, et aussi membre de l'Académie. Donc tout le monde, nous avons beaucoup de monde à l'Académie, on espère avoir plus de monde, d'accord? Et Inch'Allah, dans les prochains jours. Et à travers vous, on remercie l'Académie des sciences et technologies, d'accord? Et si on peut contribuer d'une façon plus efficace à l'évolution de cette académie et tout le secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, on le fera sans relâche et sans hésitation. Sur ce, je vous remercie. Barakallahu fikum. نشكر جزيل الشكر على الحضور. أتمنى إن شاء الله نتلاقوا في محاضرات أخرى إن شاء الله قيمة وهادفة إن شاء الله. بارك الله في الجميع.